Merci à tous d'être avec nous pour parler. Ce premier thème de la journée, ce sera l'hôtellerie de demain. Alors, à quoi va ressembler l'hôtel de demain? Est-ce que Airbnb a définitivement changé les codes? Qu'est-ce qui va se passer dans l'hôtellerie pour parler du futur? Je vous demande d'accueillir bien chaleureusement toute la belle équipe d'experts qu'on a réussi à faire venir pour cette matinée d'In Today. Je vous demande d'accueillir Marie Carcassonne, qui est là, pardon. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, Delphine, c'était avancé, pardon. Marie Carcassonne, donc owner chez Dynamo. Je vous en prie, Marie, installez-vous. Amalia Bernicos. Bonjour Amalia, soyez la bienvenue. Installez-vous. Qui est General Manager chez Hotel Design Studio. Ainsi que Delphine Petit et Serge Mesguich. Tous deux chez BPI France. Alors Serge, vous êtes directeur des fonds France Investissement Tourisme BPI France. Et vous, Delphine, vous êtes responsable marché tourisme et hôtellerie chez BPI France également. Et enfin, la dernière mais pas la moindre, c'est Christiane Germain. Bienvenue Christiane, je vous en prie, qui est CEO et coprésidente du groupe Germain. Voilà, donc autant vous dire que là, on est bien équipé pour parler de tous ces thèmes de l'hôtellerie de demain. Ah, Christiane n'a pas de micro, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Merci, ça va? Vous êtes bien installés tous? Vous aussi, dans la salle, tout le monde est bien? On a beaucoup de monde, on a beaucoup de jeunes ce matin, c'est chouette. C'est chouette de vous avoir avec nous. Alors, à quoi ressemblera l'hôtellerie de demain? Donc ça, c'est un grand thème, hein. On a 45 minutes pour développer tout ça. J'ai envie de vous demander, pour commencer, à vous, Delphine et Serge, parce que vous avez longtemps travaillé sur ce projet-là, vous vous êtes beaucoup posé la question, donc j'espère que vous êtes à même de nous répondre. Je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc oui, BPI France, on a mené une réflexion l'année dernière justement à ce que ressemblera l'hôtel urbain de demain, puisqu'on s'est aperçu qu'avec l'émergence des nouvelles générations qui sont ultra connectées, cette génération va représenter la clientèle de nos hôtels de demain. Donc ces nouvelles générations, forcément, on s'est aperçu qu'elles avaient des nouvelles attentes. Elles étaient plus tournées vers le partage, l'expérience locale, avoir le sentiment justement d'intégrer une communauté. Et pour pouvoir répondre à ces nouvelles attentes, on a pu ainsi définir les nouveaux scénarios de cet hôtel urbain de demain. Alors dites-nous tout. Comment ça se présente? Donc, on s'est aperçu au travers justement des différentes visites qu'on a pu établir sur le terrain, d'avoir rencontré également les différentes personnes qui travaillent autour de cet écosystème, que l'hôtel urbain de demain devra dédier une part plus importante aux espaces de vie, avec une dynamique d'ouverture sur l'extérieur pour justement développer ce sentiment d'appartenance à une culture locale, être vraiment intégré dans la localité. Quand vous dites espace de vie, Delphine, c'est quoi? C'est les espaces communs? Exactement, c'est repenser les espaces, faire de l'espace un lieu de vie et de partage. Donc avoir des espaces multi-usages. On trouve des espaces de coworking, restauration, snacking. Donc tout ça, c'est un mixte et c'est vraiment repenser les pieds d'immeuble des hôtels pour justement faire qu'aujourd'hui, le touriste, quand il va dans un hôtel, il puisse également être avec des locaux. Donc on trouve vraiment de plus en plus d'hôtels sur cette nouvelle tendance. Serge Mesguich, vous avez contribué vous aussi à cette recherche. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'hôtel n'est plus un hôtel, c'est terminé. Donc, en synthétisant, et c'est dû à quoi ce changement? C'est pas fait soudainement comme ça? Fondamentalement, il y a eu ce mouvement, notamment exprimé à travers Airbnb, d'être un peu comme chez soi à l'hôtel, plus de convivialité, comme disait Delphine, plus d'être dans la ville, avoir le sentiment d'être dans la ville et de ne pas être un touriste lambda. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que les hôteliers sont en train d'évoluer. Au fur et à mesure qu'on a qu'on a avancé dans cette matrice, on s'est aussi rendu compte que l'hôtel de demain, on avait cette prospective, je dirais 2020-2025, c'était l'hôtel d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser à un hôtel si on n'intègre pas ces différents codes, ces différents critères, qui sont des critères supplémentaires. Attention, parce qu'on n'abandonne pas les critères classiques. L'hôtel, aujourd'hui, doit être connecté, je pense à ça immédiatement, doit avoir une bonne literie, insonorisé. Donc, les hôteliers, pendant 20 ou 30 ans, ont fait cet effort-là, sont arrivés à ce stade-là, et là, il y a une nouvelle marche à faire. Et ce qui est important, c'est que
aussi dans cette étude qu'on a faite. On s'est rendu compte que il n'y a pas, et nous chez BPI France, on ne veut pas distinguer les hôtels des demain, les Mama Shelter, les MOB, les 25 Hours, toutes les chaînes qui effectivement développent des nouveaux concepts, et se dire il y a des laissés pour compte qui seraient une sorte d'ancienne ou de vieille hôtellerie. Tout ça, à un moment donné, va se réunir dans l'hôtellerie point barre, c'est-à-dire que ces codes dont on parle, ils existent déjà, ils sont déjà opérationnels et ils seront des codes qui seront pour tout le monde. Il y a un mot là, une phrase que j'ai trouvée récemment dans un bouquin d'Harari, vous avez peut-être sans doute lu ce bouquin qui s'appelle Sapiens, et on parle du consumérisme romantique. Et effectivement, on est là, quoi. C'est-à-dire que l'Homo sapiens du 21e siècle, enfin en tout cas 2018, il veut du romantisme, il veut voyager. L'expérience, pour lui, c'est ça. C'est une nouvelle forme de romantisme, c'est de bouger, de vivre de nouvelles choses dans les lieux dans lesquels il voyage, que ce soit même pour son travail. Hein. Il veut comprendre ce qui se passe. Et en même temps, il veut toujours consommer, parce que ça fait partie de la civilisation. Donc je trouve que ce terme consumérisme romantique, merci pour ce petit point ça. Qui nous amène une réflexion philosophique, cher Serge. C'est pas très... Alors on parle des hôteliers, j'ai envie de vous poser la question. Et Christiane, vous êtes la première concernée ici. Ça a changé votre façon de travailler, vous, au cours des dernières années ? Comment vous vous adaptez à ces changements ? Oui et non. Premièrement, je partage... En fait, peut-être juste commencer en disant que, juste pour vous compreniez, j'ai une certaine légitimité à parler d'hôtellerie parce que vous ne connaissez probablement pas le groupe Germain, mais le groupe Germain, c'est un groupe canadien et nous avons 18 hôtels au Canada. Alors, j'ai cofondé et avec mon frère cette entreprise familiale qui exploite ses propres marques. Alors, nous sommes un groupe complètement indépendant. Et alors, je tenais à préciser parce que je suis dans l'hôtellerie depuis maintenant plusieurs années. Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit, sauf que moi, je pense que la ligne sera fine. Elle est fine actuellement entre vivre une expérience, se rapprocher de la communauté, effectivement, le local, mais aussi, je ne crois pas que quand on va à l'hôtel, on veut toujours que ce soit comme à la maison. Il faut que l'hôtellerie, il faut qu'aller à l'hôtel, dans certains cas, il y ait de la magie à aller à l'hôtel. On veut pas... Moi, si je vais à l'hôtel, j'ai pas envie d'être comme à la maison. Je veux vivre une expérience un peu différente, un peu particulière, qui m'amène ailleurs. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir des espaces qui vont nous rapprocher de la communauté, de l'endroit où nous sommes. Mais il y a d'autres personnes dans l'hôtel aussi qui peuvent nous permettre de se rapprocher de la communauté, et c'est le personnel. Et je crois que l'hôtellerie de demain, et même celle d'aujourd'hui, est axée davantage sur le personnel. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va remplacer des postes qui actuellement sont dans l'hôtellerie. Il y a des emplois, il y a des positions, des postes qui seront éliminés, qui seront moins importants. Mais je crois que les postes qui impliquent des gens avec le client vont prendre de l'importance. Du moins, je l'espère, parce que c'est la nature même de ce que nous faisons, le contact avec le client. Donc, valoriser les postes qui sont en lien direct avec nos invités. C'est ce que vous disiez quand on préparait cet entretien, Christiane, c'est réintroduire ce qu'on appelle un peu de manière un peu dévoyée aujourd'hui, mais de l'humain. C'est ça ? Absolument. Et ce point, vous le partagez avec Marie Carcassonne. Oui. Bonjour, moi, je suis aussi d'accord avec vous, c'est-à-dire je pense qu'on ne va pas à l'hôtel pour être chez soi, sinon on reste chez soi. En revanche, quand on parle de l'hôtel comme chez soi, c'est plus dans une forme de design, je pense, un design qui est plus personnalisé, dans ce sens-là, oui. Sur le personnel aussi, je pense aussi que tous ces nouveaux codes, il y a quelque chose qui est très important. Tous les hôtels dont on parle tout le temps, que ce soit Mob, que ce soit Mama, que ce soit 25 ou d'autres indépendants, ce qui les caractérise aussi énormément, au-delà du design, c'est un travail énorme qu'ils font sur toute la programmation et le contenu qu'ils offrent à leurs clients. Que ce soit Mob, Mama, que ce soit des concerts, que ce soit des talks, que ce soit des expos, il se passe toujours quelque chose.
Ils définissent une ligne éditoriale, ils s'y tiennent, et ça, c'est énormément de boulot. Et ce que je trouve intéressant avec ça, c'est-à-dire que ces lifestyle hôtels qui ont commencé, en faisant ces grandes parties communes pour accueillir ce type d'événement, ils ont fait en sorte que les locaux puissent venir. Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est quelles sont les autres dimensions que l'hôtel peut apporter. Je pense qu'il peut avoir un rôle social énorme. Il a commencé avec ça. Il y a d'autres façons de le faire. Et j'ai vu d'ailleurs un exemple à côté. Je ne sais pas si vous avez vu le Standard à New York, Highline. Ils ont créé une appli qui s'appelle The Lobby. Parce qu'ils se sont rendus compte que les clients, en fait, finalement, quand ils voyagent pour le business, ils sont souvent seuls et qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Et en fait, ils se sont dit, on va recréer un lobby virtuel. Et donc, pendant la durée de votre séjour, vous êtes visible, si vous le souhaitez, sur ce lobby. Dans ce lobby, vous avez un avatar. Et donc, vous donnez plus ou moins de détails si vous voulez qu'on vous reconnaisse, qu'on ne vous reconnaisse pas. Et donc, tout d'un coup, vous pouvez matcher. Et quand c'est check-out, eh bien, vous disparaissez de l'appli. Donc, si vous n'êtes pas connecté avant, eh bien, vous n'avez plus l'occasion de vous retrouver. Et ça va même plus loin, parce qu'on a croisé dans les allées de In Today, vous pouvez aussi suggérer à des gens dans l'hôtel qui partagent de faire des activités. Faire un footing, voilà, ça, c'est ce que j'ai vu avec Isté. Voilà, c'est ce que je viens de voir là à côté. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de ça. Et c'est là que l'hôtelier ou l'hôtel peut avoir un rôle encore plus important, peut aller plus loin. C'est de favoriser ce type d'échange. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et en fait, il y a plein... Bon, j'avais un autre exemple, mais parce qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être prises comme ça. Ça, c'est une autre boîte qui s'appelle Day Use. Et là, pour le coup, c'est l'usage de l'hôtel. Lui, c'est la chambre à la journée. Alors, OK, on pense au 5 à 7, mais à part le 5 à 7, eux, ils sont en train de développer plein d'autres utilisations de la chambre, c'est-à-dire que tous ces nouveaux codes utilisent les parties communes. Mais il y a la chambre. La chambre, elle est vide de 10h à 18h. Et pourtant, c'est un espace qui peut être assez chouette. Et eux, ils sont en train de développer, justement, avec des marques, de faire des espèces de mini-showrooms privés pour vous et vos copines. Vous prenez une après-midi, vous consommez ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ça peut être offert par la marque. Et c'est ce qu'on se disait quand on a préparé cette table ronde. On peut aussi y enregistrer des podcasts. On peut enregistrer des podcasts. On peut faire énormément de choses. Et donc, tout d'un coup, l'hôtel, et plus particulièrement la chambre, devient soit une extension de chez soi, soit une extension d'un lieu business, mais pour une application autre. Et tout ça pour dire que l'hôtel a ce rôle-là de soit catalyseur, soit... Enfin, il a un outil extraordinaire pour faire que les gens se rencontrent de façon différente. Voilà. Amalia Vernikos, vous êtes grecque, vous. Et vous êtes directrice générale d'Hotel Design Studio. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'Hotel Design Studio et ce que vous faites surtout? Oui, alors Hotel Design Studio est un cabinet où on regarde d'abord les besoins des clients. Je parlais de ça un peu hier. Alors, d'abord, on définit le problème et après, on regarde quel est le concept qu'on veut créer. Alors, qui sont les voyageurs qu'on veut attirer à l'hôtel? Quel est le concept? Et après, on regarde comment est-ce qu'on va designer cet hôtel-là pour ces gens spécifiques. Et à la fin, ce qu'on fait est la formation avec les employés. Et c'est quelque chose que je suis tous avec vous et ce que vous avez dit, mais je veux bien toucher à les employés qui sont le soul, l'âme, on dit en français, je pense, bien sûr, c'est ça. De l'hôtel. Et le design, c'est tout très beau, mais on peut prendre deux immeubles qui sont les mêmes et c'est les gens qui vont faire la différence. Et je vois aussi des étudiants ici et on voit, quand on regarde le futur et où on va, je pense que ça va être plus en plus difficile de trouver des employés pour les hôtels. Amalia, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les hôteliers? Pourquoi il vous faut intervenir? Sur quel point, essentiellement? Pourquoi on fait appel à vous, en fait? Ouais. C'est deux phases. Ou pour commencer, pour voir vraiment comment est-ce qu'on peut créer un design qui n'est pas que beau, mais qui répond aux besoins des clients et des employés, pour les employés, pour qu'ils puissent faire leur travail plus efficacement, merci. Et à la moitié, à la fin de la formation, on regarde comment est-ce qu'on peut vraiment sortir la personnalité de chacun. Alors justement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est essentiel de faire ressortir
le personnel, l'humain, l'intimité aussi, ce qu'on appelle privacy, qu'on a envie de retrouver dans ces hôtels du futur. C'est quoi quel est le point le plus important, selon vous, qui fera que l'hôtel du futur sera tout ça à la fois design, numérique, mais humain? Comment fait-on ça? C'est un peu une question piège. Hein. Ben, j'ai envie de plonger parce que c'est pas un ou l'autre. C'est un heureux mélange de tout ça. Et puis, c'est pas une réponse facile parce que le mélange de ces trois éléments que vous avez mentionnés, le numérique, l'humain et le design, c'est tout un défi. Mais je pense sincèrement que l'équilibre est très, très fragile, mais il est fondamental pour qu'on soit fidèle à ce que cette industrie représente. C'est-à-dire, la première chose, c'est donner du service et faire plaisir aux gens. Alors, ça se fait, il y aura effectivement, la technologie peut considérablement nous aider pour améliorer certaines fonctions du service, mais le côté empathique, le côté faire plaisir ne sera jamais, à mon avis, la responsabilité d'une machine. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention aussi au développement de ces concepts hôtels où le concept prendrait le pas sur ce qu'on attend au départ, tout simplement, c'est-à-dire du service, un échange, un confort? Alors, je vais juste terminer là-dessus, puis c'est justement pour ça que je disais que c'est une question d'équilibre et c'est pas une chose au détriment de l'autre. C'est d'utiliser ces forces que nous avons aujourd'hui, ces nouvelles technologies, mais les utiliser évidemment au service de l'entreprise, au service de l'humain. Marie Carcassonne, on ne l'a pas beaucoup évoqué encore. Vous êtes owner chez Dynamo. Qu'est-ce que fait Dynamo, pour qu'on comprenne bien? Nous, Dynamo, on a 3 métiers principaux. Le premier, c'est d'accompagner nos clients justement dans la définition de leur concept, mais très en amont, pour ensuite pouvoir le donner aux architectes pour qu'ils puissent, eux, travailler. On les aide à définir un positionnement, on les aide à définir ce qui va pouvoir faire la différence dans un hôtel par rapport au concept qu'ils veulent faire. Ensuite, on fait tout ce qui s'appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est un nom un peu barbare pour dire de la gestion de projet de construction et de rénovation, principalement d'hôtels, mais pas que. Là, on refait tous les restaurants de la Tour Eiffel, par exemple. Et il y a plus que le Jules Verne. Et on fait enfin tout ce qui est achat de mobilier et d'équipements, pareil, principalement pour les hôtels. En fait, ça nous permet d'avoir une vision hyper globale de tout et des conséquences des uns et des autres. Et on a la chance de travailler justement pratiquement que pour des projets très atypiques. Moi, j'ai commencé avec Mama Shelter, on a fait Mob, Hoxton, enfin bref, on travaille avec tout ce type de concepts. Et en fait, ce qui fait tout ce dont on parlait avant, c'est essentiel. Il y a 2 autres points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est la cohérence de tout. Et c'est là où on rejoint aussi la formation et toi, le travail que tu fais avec les hôteliers. C'est-à-dire que pour qu'un concept fonctionne, il y a l'équilibre, il y a la cohérence, jusque dans les détails. Et justement, par rapport à la formation, on n'a pas du tout la même attitude dans un Mama que même dans un 25 et évidemment dans un autre type d'hôtel. Tout ça, c'est pas facile à trouver. Et ça a été beaucoup de codes à bousculer. Alors nous, on n'a pas travaillé là-dedans. En revanche, on a constaté. Et l'autre chose par rapport à ce que vous disiez, Christiane, je pense aussi, c'est que pour réussir cet équilibre, pour réussir à ce que ça fonctionne tout le temps, je pense que c'est énormément de travail et surtout une remise en question permanente. C'est-à-dire, c'est de ne jamais rien considérer que c'est acquis. Tous ces gens-là qui sont toujours à la pointe, ils sont toujours à l'affût de ce qui se fait et ils bougent en permanence, en permanence, en permanence. Et justement, ça passe par une réflexion que vous tenez depuis un moment, Delphine Petit et Serge Mesguich. Vous avez un concept, c'est l'hôtel urbain. Qu'est-ce que c'est que l'hôtel urbain ? Oui. L'hôtel urbain, l'hôtel urbain, par définition, c'est celui qui est dans les grandes villes, qui justement draine un flux de clientèle assez importante et qui répond justement aux nouvelles attentes des nouveaux clients. Et c'est vrai qu'on rejoint un peu tout ce qui est dit là. L'hôtel urbain de demain devra intégrer vraiment tout ce qu'on vient de dire. Le personnel, ce qu'il ne faut pas oublier, que voilà, le facteur clé et la réussite d'un hôtel, c'est l'hospitalité avant tout. Et c'est ce qui fait que l'hôtel peut se différencier via Airbnb. Donc il ne faut pas oublier que l'humain
Oui, mais la difficulté, c'est pas un livre de recettes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que justement, encore une fois, la différence de tous ces hôtels, c'est qu'au départ, ils sont portés par des gens, que ce soit Mama, que ce soit Mob, ils sont portés par des gens qui ont une vision. Et donc, c'est pas simplement, tiens, je prends mon livre de recettes de l'hôtel lifestyle et j'y arrive. C'est ça, là, justement, la difficulté, c'est que l'humain reste important, parce que vous aurez beau avoir le plus bel hôtel, oui, mais s'il n'y a pas d'âme, ouais, d'accord. Il y a l'humain, mais il y a celui qui porte la vision aussi. Exactement. Je pense c'est ce qu'on est en train de dire. Et si je peux rajouter, je pense qu'on parle de l'hôtellerie de futur, mais les exemples qu'on donne maintenant, on les voit aujourd'hui, correct? On voit les gens qui veulent des vraies expériences et devenir en compta. Mais je pense que si on regarde un peu plus loin et on voit que au futur, on va avoir plus que 200 millions de Chinois qui vont voyager, plus que 100 000 Indiens qui vont voyager. Et alors le tourisme va augmenter plus que 50%. Qu'est-ce qui va se passer alors plus en futur? On doit regarder où on va et sinon définir le problème pour voir où va l'hôtel au futur. Ça va être encore plus en plus difficile de trouver les gens pour travailler. Serge Mesguich. Moi, j'ai bien compris cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect investisseur. Donc nous, on finance des gens qui, effectivement, y croient à toutes ces idées, mais aussi qui ont un compte d'exploitation et un business plan à respecter. On rappelle, l'hôtellerie, c'est un triptyque, c'est acquérir un patrimoine, c'est aussi un peu glamour, mais aussi il faut une certaine rentabilité. Et tout ce que vous me dites là, c'est bien. Les services, en plus, la restauration, les mètres carrés, tout ça, ça coûte cher. On est dans un mouvement quand même un peu paradoxal où pendant des années, on nous a expliqué aux investisseurs, aux financiers, qu'il fallait mettre le maximum de chambres, le minimum de restauration et le service bien sûr de l'accueil, mais pas trop. Et si on pouvait automatiser le check-in, le check-out, c'était pas plus mal. Donc tout a changé de ce point de vue-là. Donc il y a une contradiction assumée parce que le mètre carré bien placé coûte plus cher. Donc il faut développer de l'ingénierie on voit de plus en plus, par exemple, la séparation entre la partie exploitation, la partie design, décoration, tout ce que vous avez dit, et la partie investisseur, finalement. Parce que le rendement de l'investisseur, il n'est pas spécialement amélioré par l'hôtel de demain. Quand on parle plus de services, derrière, on va avoir des taux d'occupation qui vont être effectivement normalement un peu supérieurs, justement, pour pouvoir amortir ces frais supplémentaires. Ou alors, dans certains concepts, comme Mama Shelter, où la restauration devient relativement importante et peut être rentable en soi, mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. Donc, je rappelle que de toute façon, dans ce développement-là, il va falloir aussi être assez astucieux sur comment trouver la bonne. Mais Christiane, elle est astucieuse. Je ne sais pas si je suis astucieuse, mais vous touchez le nerf de la guerre, si vous me comprenez. L'investissement. Vous voulez parler d'un peu d'argent. Vous touchez le nerf de la guerre parce qu'on peut jaser beaucoup autour de ce que sera l'hôtellerie de demain. Mais si on va avoir de l'hôtellerie de demain, il faut avoir des investisseurs. Et les investisseurs, le langage qui parle encore, c'est le retour sur investissement. Okay? Et on a parlé de plusieurs concepts, et ces concepts-là sont très intéressants, mais plusieurs d'entre eux ne font pas d'argent. Et on peut, à un moment donné, supporter une entreprise qui ne fait pas d'argent pendant un certain temps, mais pas longtemps et pas tout le temps. Alors, c'est vraiment le défi à l'heure actuelle. C'est parce que tout ce dont on parle, je pense que ça fait partie de la réalité. C'est ce que les gens recherchent. Mais le défi, c'est de rendre ce concept-là, ces projets-là, rentables. Vous avez tout à fait raison. Comment vous procédez, vous, Christiane, pour justement lier ces deux exigences? Écoutez, je ne pense pas qu'on ait, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. On a, nous, dans notre business plan, on a réussi au fil des années à maintenir, à avoir évidemment une entreprise qui est rentable, mais quand on parle de faire des espaces communs qui sont plus grands, je suis très honnête avec vous, je cherche encore
la formule qui va me permettre d'inclure ce dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, la restauration, ça peut fonctionner, mais si on a un espace, à titre d'exemple, si on a un espace qui est situé dans le cœur d'une ville où le pied carré est évidemment très cher et qu'on dédie cet espace-là à des organismes sans but lucratif qui n'ont pas d'argent pour payer, mais qui créent de l'animation dans ton lobby, bien, c'est parce que comment on fait? Vous mettez des roulettes clandestines, mais on ne finance pas ça. Non, mais je veux dire, comment on fait? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais on se pose la question. Marie Carcassonne, justement, c'est sur ce genre de questions que vous répondez? En général, non. Enfin, ça dépend, mais en tout cas, une des réponses apportées par certains hôteliers, c'était justement de faire appel à des spécialistes, notamment pour tout ce qui est restauration, parce que les hôteliers qui ne gèrent pas, enfin, comme c'est un peu un métier à part, la restauration, que ce soit le Balagan, c'est à Paris, je ne sais pas si vous voyez l'Expé Club, en fait, l'hôtel, c'est, je ne sais plus lequel c'est un Marriott, je pense, un truc comme ça, et ils ne savaient pas faire, donc ils ont fait appel à cette boîte, comme Hoxton, qui fait gérer tous ces espaces de restauration par Soho House Group, et en fait, ce sont des associations comme ça de compétences particulières, ou ce qui se faisait avec le spa d'ailleurs, et ce qui se fait de plus en plus avec la restauration, parce qu'effectivement, on ne peut pas être bon partout en réalité. Et le talent du coup de l'hôtelier, c'est ce dont on discutait hier avec Jean-Pierre Marois, entre autres, c'est de faire appel à ces talents-là qui correspondent à la ligne éditoriale qui se sont fixés. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Enfin, la question c'est une des façons, en tout cas. Christiane, si je me trompe pas, c'est comment rend-on rentable ces espaces, ces grands espaces, finalement, une chambre au mètre carré, on connaît son prix, on connaît sa rentabilité, un espace mis à disponibilité du grand public. Comment les rend-on rentables avec des organisations qui elles-mêmes, au point de départ, ne sont pas dédiées à la rentabilité? Je veux dire, c'est ce que je dis. Amalia Vernikos, vous travaillez sur ces espaces-là aussi, vous les aménagez, vous les redesignez. Vous avez des pistes à nous donner? Oui. Souvent, ce qu'on regarde avec Hotel Design Studio est quel est le design, où est-ce qu'on va mettre l'argent pour ce qu'on a le retour sur l'investissement. Alors, est-ce qu'on prend une très belle table, mais comment est-ce que le client va utiliser cette table? Où est-ce qu'on met l'argent pour avoir le retour sur l'investissement? Alors, je peux, par exemple, donner des exemples. Donnez-moi une minute de penser à quelque chose. Vous avez tout le temps. Oui. Alors, dans une chambre, on regardait comment designer la chambre pour quand on s'habille et on se prépare. C'est quelque chose qui a une valeur au client. Alors, si on imagine un couple qui va rester dans un hôtel luxe, par exemple, la femme veut se présenter à se marier avec le maquillage, se sentir très belle. Alors, comment est-ce qu'on fait ça si elle s'habille, elle se prépare devant le client? Alors, on a dit ça, c'est un besoin de valeur pour une femme. Alors, par exemple, on a essayé de designer cette chambre pour répondre à ce besoin. Et on a créé un closet, un placard, un dressing. Un dressing, un placard qui ouvre de deux côtés à la salle de bain. Alors, elle peut se préparer, prendre à la toilette, oui, se préparer et après sortir, être prêt. Et le mari pourrait aussi s'habiller de l'autre côté. Mais ce qu'on essaie à faire, c'est de mettre une valeur à l'investissement et où on met l'argent, si vous voulez. Ce que je retiens pour l'instant de ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, il n'y a plus de modèle type, il n'y a plus d'archétype de l'hôtel qui fonctionne. Exactement, on est vraiment sur du cas par cas en fonction d'une géographie, d'une clientèle, d'un budget, donc par définition, c'est ça? Et c'est ça. Et comme hôtelier, on a à se poser des questions. Quelqu'un le disait tout à l'heure, on a à remettre en question continuellement nos modèles d'affaires. Mais il faut jamais perdre de vue que c'est un modèle d'affaires. Mais alors, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir des grands groupes qui développeraient des hôtels sur le même modèle partout dans le monde, comme on a connu ça dans la fin des années 90? Si, il y a toujours, parce que d'abord, il y a une capacité à trouver des terrains, des montages financiers.
Mais il y aura toujours, à la côté des chaînes, des indépendants, parce que les indépendants sont toujours plus agiles. Nous, par exemple, à BPI France, c'est plus de 80% de notre clientèle qu'on finance sont des indépendants. On peut gagner de l'argent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas peut-être hier, sur des petites capacités, dans des boutiques hôtels, bien gérées, qui répondent, alors qui n'auront peut-être pas tous ces codes et qui cocheront pas toutes ces cases, mais qui resteront des endroits qui, bien gérés par des indépendants, peuvent trouver leur modèle. Il y a plusieurs types d'hôtellerie et tout le monde a sa place. Effectivement, les modèles de business plan peuvent être différents selon notamment la capacité de chambre. On voit par exemple une évolution majeure depuis 2 ans qui existait depuis 20 ans, c'est le yield. On peut trouver ici à Cannes, je suis sûr, la chambre hier soir à 100 € ou dans certaines autres périodes à 500 €. Donc les hôteliers sont aussi un peu rattrapés sur des sujets comme ça. Donc ils ont des moyens de rendre leur business plan plus agile, mais c'est un travail au quotidien. On ne peut plus faire comme avant, ça c'est clair. Même pour un petit hôtel. Le petit hôtel aujourd'hui, hier, il y a 10 ans, il a reçu de plein fouet les OTA, Booking et compagnie. C'était son premier choc. Ça, il l'a assumé, il est arrivé à gérer, à créer des canaux de distribution à lui, à côté de ses OTA. Deuxième choc, c'est ce qu'on est en train de dire. Christiane, et juste pour ajouter à ce qui vient d'être dit aussi, c'est que grâce au design intelligent aujourd'hui, on est capable, dans un espace plus petit, de créer une chambre super bien aménagée, intelligente, C'est ce que nous disait Amalia tout à l'heure. Exactement. Alors donc, on laisse un peu plus d'espace un peu plus de place aux espaces communs. Et puis, le nombre de chambres est plus grand sur une surface qui, avant, était... Et ça n'enlève pas nécessairement du luxe à la chambre. Alors, on est capable, dans un espace plus petit, de rentabiliser de façon plus intelligente une chambre. Alors, nous, on faisait une chambre avant, je ne sais pas, là, autour de... Une chambre de luxe, c'était peut-être dans les dimensions... 35 mètres carrés, non? Ouais. Ah, 35, 40. Bien, aujourd'hui, on en fait 1,5 avec ça, là, tu sais. Alors, donc, l'espace, on a plus de chambres qu'on en avait avant, tu sais. Je pense aussi, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure là, sur les parties communes, mais c'est par rapport à la rentabilité des parties communes, quand elle est animée par des associations qui n'ont pas vocation à rapporter de l'argent. Il me semble qu'un des éléments aussi, en revanche, alors effectivement, ça ne rapporte pas d'argent en direct. En revanche, c'est ce qui fait que les gens vont venir et c'est ce qui fait qu'ils vont préférer votre hôtel et donc peut-être augmenter aussi bien le taux d'occupation que le prix moyen chambre. Et donc, c'est pas... Oui, oui. Non, ça a toujours été... Oui, mais... dans les palaces. Oui, dans les palaces, mais la différence, c'est que c'est plus dans les palaces. Ouais, c'est ça. On offre plein de choses, on fait des concerts, on fait plein d'animations en disant derrière, on va faire payer la chambre d'hôtel plus cher. Et est-ce que c'est pas vrai dans les autres? Est-ce que les deux vont avoir une certaine indépendance à terme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut concevoir que le client qui n'est pas à l'hôtel et qui vient consommer doit être un client qu'on rentabilise? Alors, aussi, hein, donc, non, mais... Les modèles sont en train de... c'est en train de se bâtir, oui. Et puis c'est justement le talent de cette programmation qui fait que ça fonctionne ou pas. Et aussi, quand on parle de ces hôtels-là, prenons l'exemple de Mama Shelter, c'est pas un hôtel qui est situé en plein cœur de Paris, c'est à l'extérieur, donc le coût initial est moins cher. Là, t'sais. Alors justement, on le voit, c'est-à-dire que l'hôtel du futur, il y a déjà un dénominateur commun, c'est qu'il demande beaucoup plus de réflexion dans sa gestion, dans son appréhension, que peut-être les hôtels que nous connaissions dans la fin des années 90. Qu'est-ce qui vous semble nécessaire, si vous aviez chacun un mot pour le définir, qu'est-ce qui vous semble incontournable pour aborder l'avenir? Pour aborder l'avenir de l'hôtellerie. Non, mais disons que par opposition justement à l'hôtellerie précédente qui était un peu sans odeur et sans saveur, c'est justement que celle-là est plus engagée et qu'elle a une identité et qu'elle accepte le fait de ne pas plaire à tout le monde. Et dès lors qu'on prend ce parti, eh bien, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et là, on en revient à la discussion initiale, c'est qu'on accepte de ne pas s'adresser à tout le monde. Ce qui est un vrai changement. Hein. Je veux dire, au départ, c'était pour tout le monde pareil. Et du coup, pour l'hôtellerie de demain, je pense que c'est toujours cette question fondamentale qui paraît super basique, mais qu'à un moment, on a oublié de se poser, c'est qui sont les clients qu'on veut avoir chez nous et donc qu'est-ce qu'on leur propose. Mais enfin, ça paraît évident, mais... Amalia? Oui, je suis tout d'accord avec toi, Marie, bien sûr. C'est d'abord définir le problème. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Qui est le client? Et
pour moi, comme je vois le futur, si je regarde 20 ans plus tard, je peux voir un côté très positif et le monde veut venir en contact, mais si je regarde qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir la Mona Lisa, le Vatican, la Tour Eiffel, il y a plein du monde. Qu'est-ce qui va se passer au futur? Comment est-ce que l'hôtelier peut donner un aspect local aux clients qui Il y a de plus en plus de demandes, mais aussi personnalisées, beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'il y a un autre truc, c'est que en tout cas pour moi, je pense que c'est juste impossible de se projeter dans 20 ans. Enfin, tout change tellement vite que justement, un des autres aspects, c'est que on peut pas, d'où la nécessité d'être toujours sur le qui-vive et de penser des espaces qui puissent être modulés ou qu'on puisse ajuster, parce que à 20 ans, moi en tout cas, je sais pas où on sera dans 20 ans. Mais... Delphine Petit et Serge Mesguich, vous avez longtemps réfléchi à la question, donc je me tourne vers vous de nouveau. La clientèle est tellement large et vaste que pour répondre vraiment à toutes les typologies, c'est vrai que c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on trouve plusieurs ambiances d'hôtels qui vont répondre justement aux différentes attentes de la clientèle. Après, on a trouvé certaines enseignes qui proposent des hébergements hybrides pour justement mixer cette clientèle qui peut répondre. Alors, en quoi ça justement, consiste, un hébergement hybride? On va trouver les concepts auberge de jeunesse, tout en proposant également des hébergements type chambre double. Donc, ça permet également de répondre à cette clientèle solo, duo, familiale ou tribu. Donc, il y a Serge Mesguich. Oui, c'est effectivement cette évolution est importante. Dans un même hôtel, en fait, avant, qu'est-ce que faisaient les grands groupes? Ils se disaient, comme on a des clients qui n'ont absolument pas les mêmes besoins, on a de la clientèle corporate, on a de la clientèle loisir, on a des Chinois qui ont des habitudes, par exemple, au petit déjeuner différents, des gens qui restent 3 jours, une journée, on va attaquer le ventre mou. C'est-à-dire qu'on va dire, on va faire un truc qui répond à peu près à tous les besoins. Et une des questions aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on rentre en me disant, schlac, un coup de millénial, et là on va faire plaisir à tous les millénials, est-ce que d'autres clientèles, corporate, que ça vont va s'y avoir une retrouver? limite aussi. Et donc, l'astuce, c'est de mélanger ces clientèles. Donc, comment un client loisir va être bien à côté d'un corporate, dans le même espace. Ça, c'est un des enjeux aussi, sachant aussi qu'il faut tenir compte pour le loisir, effectivement, à terme de repenser Airbnb. Le sujet, c'est qu'on peut héberger une famille de 4 ou 6 plus facilement qu'un hôtel. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont en train de repenser l'offre avec des chambres familiales. Tout ça, c'est super. Christiane Germain, vous qui êtes aussi au cœur du sujet, quels sont les enjeux pour le groupe Germain en particulier? Nous, en particulier, les enjeux, en fait, il y en a plusieurs, mais je vous dirais qu'un très important, c'est le talent. Et c'est d'avoir les bonnes personnes, le recrutement. Et il y a un phénomène qu'on vit, nous, au Canada, puis je pense que dans certains endroits en Europe, ce phénomène existe aussi, c'est qu'il y a des collèges, des universités qui forment les gens dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Et malheureusement, ces gens-là sont recrutés par des gens qui n'ont rien à voir avec l'hôtellerie, parce que la formation dans le domaine est une formation de grande qualité et les gens ont une formation générale qui s'applique à plusieurs domaines et on les perd. Alors, donc, le défi, c'est de trouver du talent, de faire le recrutement et le défi des prochaines années sera aussi de valoriser les emplois qui sont reliés à l'industrie du tourisme et en particulier, dans mon cas à moi, à l'hôtellerie. On a beaucoup vu dans les allées d'In2 Days que tous les services se digitalisaient. On a vu des e-conciergeries, on a vu tout un tas de choses qui nous incitent à employer moins. Vous, c'est pas du tout votre positionnement à tous? C'est-à-dire que employer moins, oui, mais les gens qui vont demeurer à l'emploi et qui seront en ligne directe avec le client, ces emplois-là devront être valorisés, mieux rémunérés. Parce que les défis dont on a tous parlé ici ce matin sont des défis réels et ça prend du talent pour trouver des solutions.
Amalia, je vous en prie. Oui, et je pense, je suis 100% avec vous. Et je pense qu'on doit regarder les besoins. On a des besoins de base, quand on va dans un hôtel, oui, de bien dormir, mais on a des besoins sociaux. Alors, c'est très difficile de voir l'intelligence artificielle, de replacer l'âme et le contact qu'on a besoin tous. Et on est de plus en plus connectés, on manque du sommeil, mais on a besoin de venir en contact avec les gens. Et en plus, après, créer quelque chose où on se sent plus élevé, plus beau, quelque chose de spécial, de magique, où on parlait au début. Mais les gens, je suis avec vous, ça va être la plus grande difficulté de trouver les personnes. Marie. Oui, je pense que la digitalisation se fait sur les aspects où effectivement l'humain n'a pas forcément de valeur ajoutée, le check-in, le check-out. Au contraire, ça va plus vite, c'est plus efficace, c'est formidable et on s'agace justement si ça prend trop de temps. Mais c'est justement là où l'humain reprend l'importance et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Airbnb a créé ces expériences. Et là, les hôteliers pourraient faire exactement pareil, soit avec des gens en interne, soit en rassemblant des gens autour de leur hôtel qui sont, enfin je pense que vous connaissez tous, ce sont les hôtes qui vous font découvrir leur passion, qui vous font découvrir un quartier, qui vous invitent à faire un cours de cuisine, que sais-je, enfin tout est possible. Et là, c'est Airbnb qui l'a fait. Et pourtant, on aurait pu croire que... et ça, c'est au départ, effectivement, avec digital, mais à la fin, on se voit pour de vrai et on se parle pour de vrai. Et d'ailleurs, les gens deviennent copains. Et ça, typiquement, je pense qu'un hôtel pourrait proposer ce genre de choses, soit en rassemblant des talents autour d'eux, soit en le faisant eux-mêmes, une nouvelle forme de conciergerie. Enfin, toute cette digitalisation, finalement, elle permet plein de nouvelles opportunités. On se débarrasse de ce qui prenait du temps, ce qui était automatisé, pour se consacrer à toutes ces choses qui permettent de se retrouver. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et je rajouterais la technologie et le digital. C'est pas l'expérience. Je vais parler de consumérisme romantique. C'est pas du c'est pas du consumérisme romantique. C'est la facilitation du parcours. Aujourd'hui, c'est ça. Et donc, on va faciliter le parcours, l'accès à l'expérience, et on va laisser, je dirais, les équipes accueillir, et pas s'occuper 20 minutes du check-in ou du check-out, mais leur dire qu'est-ce que vous voulez faire dans cet hôtel, est-ce que vous avez besoin de moi, je suis présent. Et maintenant, quelquefois aussi, on isole, on sépare la partie effectivement purement technique, on va récupérer son badge, une autre partie où une personne va vous accueillir et va vous proposer toutes les activités dont vous avez besoin. Donc c'est la facilitation et pas le but en soi. Ce qui était un peu ressenti il y a quelques années. Oui, mais justement, je crois que c'est... Ah, pardon. C'est la simplification du parcours client et je pense que l'hôtelier doit laisser le choix au client. Il peut proposer justement l'aspect digitalisation avec le check-in, check-out, mais il ne doit pas lui imposer. Donc c'est simplifier son parcours en laissant le choix au client d'avoir recours ou pas. Marie. Non, mais c'était une anecdote. Je crois que c'était Yotel, quand ils avaient fait leur hôtel à New York, justement, il n'y avait pas de réception, c'était tout automatisé, avec un robot qui prenait la valise et tout. Et au bout de quelques temps, ils ont dit, bon, ok, on remet quand même un mec à l'entrée, parce que une nana... Ouais, c'était un peu vraiment trop... Non, j'aimerais juste ça, là. Christiane Germain. Parce qu'on parle de check-in, check-out, hein, mais savez-vous, dans nos hôtels, il n'y a aucun check-out qui est... Ça, c'est super. Hein? Tous les check-outs sont faits par des individus. Tout le monde passe à la réception. PMS, je ne sais pas s'il y a des opérateurs de PMS, mais ça, c'est un peu eux qui bloquent. Donc, tous les invités de nos hôtels, quand ils quittent l'hôtel, passent à la réception. On veut leur dire bonjour. C'est pas long. Ça prend 2 minutes. Mais on n'a aucun... Tous les check-outs là, qui passent en dessous de la porte là, de votre chambre, ça n'existe pas chez nous. Parce qu'on veut leur dire bonjour. Et il n'y a jamais personne qui se plaint, là. Et c'est vrai que cette personnalisation-là, on la voit de plus en plus. Je pense au chat du Bristol aussi, par exemple. Enfin, voilà, les gens essaient de se distinguer avec des petits détails, des choses plus humaines, voire animales. Hein, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour toutes vos expertises. C'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup.